Bonjour, Monsieur et Madame Rousseau. Je tiens d'abord à souligner que c'est un plaisir de travailler dans votre entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon équipe composée de Benjamin, Félix et moi-même, Chloé. Puis, notre mandat aujourd'hui est de traiter des différents points comptables afin de vous aider dans les états financiers 2020 de la boulangerie Brosseau. Les questionnements comptables étant entre autres composés de le programme de franchisage, l'équipement culinaire, puis aussi la diversification pour le service de traiteur et finalement le litige en cours. Comme on a vu, vous avez parlé un peu que Madame hésitait entre passer avec des franchises ou devenir une société publique ouverte. Bien, tout d'abord, pour devenir une société publique, c'est sûr qu'on va devoir passer les NCFCF ou IFRS. Donc, ça va être un peu plus coûteux parce qu'on doit changer tous les états financiers des années antérieures. Donc, tout les ramener au nom IFRS. Aussi, on va avoir des normes qui sont plus complexes. On demande un peu plus de critères que les normes de NCCF. On va aussi avoir des dépenses au niveau du personnel parce qu'on va devoir former notre personnel qui est formé en NCSCF ou IFRS. Il faut qu'il soit vraiment bien adapté pour nous sortir les bonnes normes et faire des bons états financiers qui respectent les nouvelles normes qu'on prendrait. Et aussi, on a vu que Madame ne voulait pas elle voulait rester la seule actionnaire. Donc, si on devient une société ouverte, c'est sûr qu'on va rentrer plusieurs autres actionnaires qui vont venir dans la compagnie. Par contre, les points positifs, ça serait beaucoup plus facile pour l'entreprise de se comparer au niveau des concurrents, au niveau de concurrents aussi internationaux de d'autres pays qui pourraient être intéressants. Et aussi, ça va faciliter si on veut aller chercher une expansion internationale. Donc, si on veut vraiment peut-être virer vers les États-Unis ou l'Europe ou quoi que ce soit, ça serait beaucoup plus facile si on devient une société publique que faire des franchisés et rester en NCCF. Tout d'abord, on a vu qu'on a une de redevance initiale pour ce qui est des franchises de 150 000. On va avoir un 75 000 qui va être donné en argent au moment dans le fond de la transaction. Pour ce qui est de cet argent-là, dans le fond, on ne pourra pas la comptabiliser en produit au moment qu'on la reçoit. Donc, on ne pourra pas passer le 75 000 et le 150 000 dans le fond dans notre état des résultats. On va plutôt devoir le passer sur un temps donné qui est dans le fond de notre contrat, puisque ici, dans le fond, l'entreprise va avoir des contrats, des critères de contrat à respecter tout au long des 10 ans. Alors, on va devoir passer vraiment ce montant-là du produit de vente sur 10 ans qui respecte le contrat et dans le fond, le devoir qu'on a envers notre franchisé. Pour ce qui est des charges liées au contrat, par exemple, on a vu que vous aviez de la formation que vous vouliez donner, de la publicité que vous allez assumer tout au long du contrat. Des charges comme ça, on ne sait pas quand ils prennent fin. Donc, on ne peut pas faire un prorata puisqu'on ne sait pas vraiment l'équivalent des charges. Alors, ces charges-là, on va devoir les comptabiliser au même rythme que les produits, de les passer sur 10 ans tout au long du contrat. On va faire vraiment comme le niveau des produits. On va y aller de façon linéaire pour que ça soit comptabilisé équivalent. Donc, on va comptabiliser le produit et les charges équivalentes au même moment de l'année, selon les années sur 10 ans. Ensuite, on avait aussi un bris de contrat qui, si l'entreprise, le franchisé, dans le fond, brise son contrat, on a vu que vous pouviez le racheter pour 50 000. Au niveau de la comptabilisation, on ne va rien avoir à comptabiliser pour cette année, puisqu'il n'y a aucun bris de contrat qui a été fait. Mais par contre, comme on peut le voir à l'aide de la norme, dans le fond, c'est quand l'entreprise le franchisé va briser le contrat ou une raison quoi que ce soit que vous pouvez le racheter. C'est à cette année-là qu'on va comptabiliser le 50 000. Ce 50 000-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact? Il va venir réduire les produits de l'exercice qu'on va avoir racheté le franchisé. Donc, c'est ça qu'on va réduire nos ventes, réduire notre bénéfice, puisqu'on va vraiment venir chercher dans les produits ce 50 000-là. Donc, on avait après une question en lien avec l'approvisionnement. La problématique un peu avec ça, c'est que la boulangerie, elle achète la farine, le sucre et les ingrédients et elle les revend à ses franchisés. Donc, c'est juste de vraiment faire attention là, avec les produits là-dessus. On peut comptabiliser la vente normalement parce que l'entreprise, elle achète déjà ses stocks pour elle-même. Par contre, il va falloir comptabiliser différemment les revenus dans les états financiers. Comme ça, les gens vont vraiment pouvoir évaluer sur les opérations normales de l'entreprise sur la production et la vente de ces produits.
faut faire attention, en fait, parce que ça fait un peu comme ce qu'on appellerait une hausse théorique des ventes. C'est qu'on peut sembler vendre beaucoup plus une année. Plus on va avoir de franchises, plus on va vendre au terme du chiffre d'affaires, mais la rentabilité n'est pas là pour autant parce que les achats et les ventes vont venir toujours s'annuler vu qu'on ne fait pas vraiment de profit sur ces ventes-là en interne. Ensuite, on avait on avait 3 prêts aux franchisés. Ici, on va parler vraiment d'instruments financiers. Là, on ne savait pas nécessairement c'est quand la date que ça a été émis. Donc, on ne peut pas vraiment calculer à savoir c'est quoi le montant des intérêts courus. Par contre, il faut quand même mettre à jour pour la date de clôture des états financiers les comptes des avances avec les modalités, puis vraiment là, considérer les intérêts courus au prorata de l'année. La première personne nous avait fait un paiement annuel complet, donc avec un capital de capital remboursé puis les revenus d'intérêt. On va pouvoir comptabiliser les deux, donc réduire l'avance, puis comptabiliser un revenu d'intérêt. Par contre, il faut le présenter dans un compte distinct au résultat parce que ce n'est pas un revenu d'intérêt d'un placement nécessairement là, comme à titre de placement à la bourse. Ensuite, le deuxième, il a juste payé les intérêts. Donc, on va comptabiliser le revenu d'intérêt. Par contre, on pourrait faire une analyse un peu sur des indices de dépréciation. C'est tout dépendant de ce que le franchisé va nous répondre. Ça pourrait être pertinent de peut-être revoir le notionnel de cette avance-là, tout dépendant de ce qu'il va nous dire. Puis, pour le troisième, là, on va aller chercher plus précisément parce que le troisième, comme on sait, c'est qu'il ne nous a pas payé ni les intérêts ni le capital. Donc, ça va vraiment, on va devoir en fait aller chercher plus d'informations sur est-ce qu'il va nous payer ou non. Puis là, on va avoir 3 sous-catégories un peu. C'est est-ce qu'il va nous payer? Est-ce qu'on refait un nouveau prêt? C'est quoi la valeur actualisée des flux? Si tu 0, là, on va devoir peut-être plus se provisionner ou vraiment le radier puis se prendre une perte là-dessus. Ou on va voir un peu un accommodement, une nouvelle avance, puis on va pouvoir peut-être le remettre sur 5 autres années. Sinon, il y aurait le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente. Ça, on n'en a pas trop. Puis il y a la valeur de réalisation attendue tout bien affectée. On le sait qu'on a quand même des garanties par le mobilier, les agencements et le matériel de la franchise. Donc, ce serait important de savoir si jamais ils ne nous payent pas, mais on s'enligne plus pour aller rechercher nos garanties dans ce dossier-là, mais ça serait de commencer à faire les écritures en lien avec ça, puis avec les garanties qu'on peut aller rechercher, nos provisions. C'est sûr que ces éléments-là, pour aller plus en détail, il faut aller auprès de nos franchisés pour savoir ça s'enligne comment leur dossier. Ensuite, on avait quelques améliorations là, en vue de 2021. On nous avait demandé en fait s'il y avait des systèmes, des outils qu'on pouvait avoir pour évaluer la performance des franchisés. Nous, on a sorti quelques solutions, là, en fait, des divers contrôles internes. On pourrait demander aux franchisés là, de nous faire des états financiers de type mission d'examen. Comme ça, on assure une fiabilité de la comptabilité au terme des clôtures d'exercice. On peut demander des intérimaires. C'est sûr que les intérimaires, c'est jamais vraiment vérifié, mais ça nous assure quand même un certain contrôle constant sur les ventes, si ça va bien. Dans le même type d'idée, on aurait aussi des appels plus mensuels ou trimestriels pour avoir un suivi plus sur la personne, sur leur feeling de leur entreprise. Ils ont des problèmes qui ne sont peut-être pas apparents sur les états financiers en termes de chiffres. Puis ensuite, il y a toujours les ratios qu'on pourrait peut-être demander de respecter de couverture. Ça vient un peu contrôler les avances, les dividendes, quelques sorties de fonds que l'entreprise pourrait faire, en fait, que le franchisé pourrait faire, qui pourraient venir nuire aux franchiseurs à la base. Donc, ça, c'est quelques recommandations qu'on a sorties. Donc, ensuite, pour ce qui a trait de l'équipement culinaire, donc, vous avez récemment eu une entente avec un fournisseur pour l'achat de 20 nouveaux fours. Donc, la question ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on comptabilise l'allocation de ces 20 nouveaux fours-là. Puis, la question, c'est est-ce que on le comptabilise comme un contrat de location-acquisition ou plutôt comme un contrat de location simple? Donc, ce que la norme nous dit, c'est qu'on doit comptabiliser comme un contrat de location-acquisition si pratiquement tous les risques et les avantages qui sont inhérents à la propriété du bien, ils sont transférés au preneur, donc transférés à nous. Puis ici, on analysait les 3 critères. Il fallait seulement qu'une des 3 conditions soit remplie. Donc, je vous ai mis la condition qui l'était, soit la 3e, qui doit être que la valeur actualisée des paiements exigibles du bail doit représenter au moins 90 % de la juste valeur du bien. Donc, je vous épargne les calculs, là, mais si on calcule la valeur actualisée des paiements exigibles, ça dépasse la juste valeur du bien. Donc, oui, ici, on peut bel et bien le comptabiliser comme un contrat de location-acquisition. Puis, à noter qu'il va falloir aussi créer un compte d'amortissement
pour cet actif-là, puis on va l'amortir sur la durée du contrat de bail. Donc, ce qu'elle va venir créer comme impact aux états financiers plus précisément, c'est qu'à la signature du contrat, on va venir créer un actif, donc un équipement loué en vertu d'un contrat de location-acquisition, du montant de la valeur actualisée des paiements futurs qui sont exigibles. Puis, on va aussi créer une obligation qui est reliée à cet actif-là. Puis, comme vous faites les paiements en début d'année, donc l'écriture va comme suit. L'obligation, on va la débuter du montant qui est attribué au paiement. Puis, il y avait aussi le coût qui était annuel à faire, contenait des charges d'assurance et d'entretien. Donc, ça va être important de faire vraiment la distinction entre les deux. Donc, on va comptabiliser la charge distinctement de l'obligation, puis on voit le montant en trésorerie qui est à payer à notre bailleur. Puis, finalement, en fin d'exercice, on va comptabiliser l'amortissement, comme je vous ai mentionné. Donc, un amortissement qui est linéaire sur 10 ans, sur la durée du bail. Ça va se faire comme suit. Donc, pour ce qui est de l'ancien four de l'établissement Magog que vous avez dû vendre cette année, on a vu qu'il a été vendu à 225 $. Là, on parle d'une sortie d'actifs à long terme qui n'était pas destinée à la vente au cours des opérations. Donc, c'est vraiment une opération qui est externe aux opérations normales de l'entreprise. Ce four-là, il avait été acheté au montant de 8 700 $ qui était amorti linéairement sur 15 ans. Donc, on va avoir un amortissement qui est de 580 $ par année qu'on va pouvoir déprécier net actif. La valeur du four à la 10e année devrait être de 2 900 $, dans le fond, ce qui restait à amortir. Et on a vu que nous, ici, on a vendu 225 $. Donc, au niveau de la vente du four, on va avoir une perte sur la disposition d'actifs de 2 675 $, qui va être la différence de la valeur du four qu'il devait cette année et la vente, le prix de vente, dans le fond, qu'on en a obtenu, qui est de 225 $. Ce 225 $-là, on ne pourra pas le passer dans un compte de produit. On va pouvoir le passer dans un compte de produit, mais sous le nom d'autres revenus. Puisqu'il ne fait pas partie des activités principales de l'entreprise, on va vraiment le prendre de revenu, mais bien l'identifier à l'état des résultats pour montrer que ce 225 $-là n'est pas dans le fond de l'exercice courant, ne reviendra pas dans les autres années subséquentes. Ensuite, le maire de Sherbrooke a fait aussi quelques dons, dont un en argent et deux qui vont être de l'actif. Le premier, c'est un chèque de 5 000 $, mais il ne va avoir aucun impact sur l'entreprise puisqu'il a été donné à la personne elle-même et non à l'entité. Par contre, on n'a pas plus d'informations sur ce qu'elle veut faire avec ce 5 000 $-là. Si jamais elle veut le réinvestir dans la compagnie, dans l'entreprise, on va devoir le passer en apport de capital, puisque ça va être un apport de l'actionnaire principal, elle va investir de l'argent dans l'entreprise. Donc, si ce chèque-là n'est pas investi plus tard, il ne va vraiment avoir aucune écriture à faire puisque on y va d'un chèque personnel. Ensuite, on va avoir le don non monétaire, qui est ici, dans le fond, les présentoirs à gâteau et la trancheuse. Ici, on peut voir que c'est un transfert qui est non monétaire et non réciproque, donc le don. L'entité va devoir évaluer ce transfert-là dans le cadre sur la base de sa juste valeur de l'actif reçu. Ici, on a vraiment bien identifié quelle était la juste valeur de notre actif reçu, qui était de 500 $ au déprésentoir et de 600 $ pour la trancheuse. Alors, ces deux dons-là, on va devoir les passer dans les comptes d'actifs et le don va venir dans les capitaux propres. Donc, ce don-là va n'avoir aucun effet sur les résultats, aucun effet sur le chiffre d'affaires et même le 5 000 $ n'aura pas plus d'effet aussi sur les résultats. Donc, ces deux transactions-là dues au don vont passer dans les actifs capitaux propres et non aux résultats, donc aucun impact. Ensuite, on tombe dans la section de diversification, du parler d'avoir le service de traiteur. Il y a une petite problématique, en fait, c'est le moment de la comptabilisation des ventes. À l'interne, vous avez beaucoup de ventes de comptabiliser car les clients viennent en présentiel, vont faire leurs commandes, puis vous payent directement. Par contre, vous ne pouvez pas vous comptabiliser la vente parce qu'il y a un des critères de la norme 3400 des produits là, qui n'est pas répondu, c'est le transfert de risque et avantage. Le client, il n'a pas le produit. Vous ne pouvez pas comptabiliser un revenu directement. Vous allez devoir comptabiliser un produit différé. L'impact que ça va avoir, en fait, c'est lorsque le service va être fait, vous allez pouvoir comptabiliser votre revenu.
Donc, un peu à quel moment pour votre produit, là, les fêtes tout en saveur, c'est 24, 25, 31 décembre. Le 1er janvier, vous allez devoir le considérer, tout ce qui va se vendre le 1er janvier, c'est encore un produit différé. Vous ne pourrez pas avoir la vente dans votre état financier qui termine le 31 décembre. Pour ce qui est de Noël, 24-25 décembre, ça va rentrer cette année. Le Nouvel An, c'est au 31 décembre et le 1er janvier. Donc, tout ce qui va être le 31 décembre, vous allez pouvoir le comptabiliser, mais ce qui est le 1er janvier va toujours rester un produit différé. Donc, à la clôture, c'est sûr que vos ventes vont être un petit peu moins élevées que ce que vous avez en ce moment, mais c'est vraiment la bonne façon de faire. Comme ça, vous gardez vraiment vos revenus au bon temps. Donc, ensuite, vous avez mentionné qu'il y avait un litige en cours. Donc, un litige qui est dû à un employé qui aurait volé le secret professionnel d'une recette de tarte au pacane, puis qu'il l'aurait vendu à un concurrent. Donc, vous avez remarqué aussi que ce concurrent-là s'était mis à faire beaucoup plus de ventes qu'à l'habitude. Et c'est entre autres là que vous avez décidé de vous investiguer. Puis, vous avez intenté une poursuite, donc contre l'employé notamment, mais aussi contre la boulangerie concurrent. Pardon, là, j'ai mélangé les noms, j'ai écrit boulangerie Bosso, mais c'est le concurrent en fait que je voudrais inscrire. Donc, la question ici comptable à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une éventualité d'avoir intenté cette poursuite-là? Puis, ce que la norme nous dit, c'est qu'une éventualité, c'est une situation qui est incertaine, qui est susceptible d'entraîner un gain ou une perte pour l'entreprise, puis dont on ne connaît pas l'issue, puis l'issue dépend d'un événement qui est futur. Donc, on peut conclure que oui, cette poursuite-là est une éventualité, puisque vous n'avez pas la conclusion de cette poursuite, mais elle est en cours, puis ça va soit résulter d'un gain si vous la gagnez ou d'une perte, par exemple, si vous avez des frais reliés à ça, puis vous perdez. Donc, l'analyse qu'on en a faite ici, ça a été de voir si on avait à comptabiliser un actif éventuel qui est relié à la possibilité de pouvoir gagner les poursuites. Puis, la norme nous dit, c'est qu'on peut comptabiliser un actif éventuel si, entre autres, on peut établir qu'il est probable. Donc, l'INCECF nous dit qu'il est probable à plus de 75 %. Puis aussi, le montant peut être estimable. Donc, le conseiller juridique nous dit que oui, il est très probable qu'on gagne la poursuite. Puis, on sait aussi que le montant de poursuite est de 2 millions contre l'employé, puis finalement 3 millions contre la boulangerie concurrente. Donc, on connaît le montant estimable de tout ça. Ce qui va avoir comme impact au niveau des états financiers, plus précisément, ça va avoir une comptabilisation d'un actif éventuel relié à le gain possible de faire avec cette poursuite, puis également un gain au résultat sur poursuite. Donc, aussi également, ce gain va être représenté dans un élément qui est distinct des produits d'habitude, puisque ce n'est pas dans le cours normal de l'entreprise. Donc, aussi, ce qui est à prendre en considération là-dedans, ça va être de voir avec l'avocat si on a plus d'informations par rapport à ça. Donc, si, par exemple, on sait dans le futur que ce n'est plus probable, il va falloir décomptabiliser l'actif puisqu'on ne remplira pas les conditions. Tu peux passer à l'autre diapositive. Oui. Donc, on a traité toutes les questions comptables que vous nous avez demandées. Puis, on tient aussi à vous dire que le choix de rester avec les NCECF était vraiment un bon choix dans votre cas, puisque ce n'est pas nécessaire pour le moment de se tourner vers les IFRS. Puis, on est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.